Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Merci de nous retrouver. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Céline Causse, qui est sexologue. Format, on va évidemment parler de sexe. Elle a sorti un livre, puis un deuxième, La sexualité féminine dans tous ses états, puis la sexualité masculine dans tous ses états. Elle va venir nous raconter plein d'anecdotes, notamment sur la sexualité, par exemple, après la grossesse, sur la masturbation féminine, sur plein d'autres sujets. En tout cas, si vous voulez venir dans l'émission, si vous aussi, vous avez vécu quelque chose de par votre travail ou juste dans votre vie, vous arrivez quelque chose d'extraordinaire, vous êtes tous les bienvenus sur le siège, comme Céline. Il suffit juste de m'envoyer votre numéro de téléphone et une petite explication par email à contact, au singulier, contact@legendegroup.fr, juste un petit mail. Vous m'expliquez. Si vous arrivez quelque chose d'incroyable, vous êtes vraiment les bienvenus pour passer une émission avec nous. On en sort une tous les mercredis, vendredis et dimanches. Et là, c'est parti avec Céline Causse, qui est sexologue. On y va. Bonjour, je suis Céline Causse, je suis médecin, sexologue, et on va donc parler de plein de sujets aujourd'hui sur la sexualité principalement. Eh ben voilà, merci. Bienvenue Céline. Merci. Alors, je sais que vous étiez très nombreux à nous demander. On avait reçu Gilbert Boujaoudé, qui était sexologue il y a quelques temps sur la chaîne. Vous avez été très... Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à regarder cette émission et puis à nous demander de réinviter des sexologues pour parler de plein d'autres sujets dont on n'avait pas parlé l'autre fois. Et on a rencontré Céline qui a sorti un livre. Alors... Tu as sorti 2 livres, pour être tout à fait précis. La sexualité féminine dans tous ses ébats, premier livre. Oui, ça c'était en mars 2021. Et tu t'es dit que c'était très bien, et du coup tu t'es dit, je vais faire la même chose pour les garçons. La sexualité masculine dans tous ses ébats. Il y en a un qui est en version poche, ou c'était la version de base? Alors non, elle est en version poche, effectivement, et Pratique. La version de base était en grand format comme le premier. Pratique en tout cas. Et c'est aux éditions Fayard. Je vous mettrai le lien, on va parler de plein de sujets. Toi, tu as fait psychiatre. Ouais. Quelle est la différence, juste pour comprendre, après on va parler pourquoi tu es parti dans la sexologie, etc. C'est quoi la différence entre psychiatre et psychanalyse? J'ai jamais vraiment compris. Alors, le psychiatre, il est d'abord médecin, donc il a fait des études de médecine. Le psychanalyste, non? Non, pas forcément. C'est vrai? Oui, oui. Donc il y a des psychanalystes qui n'ont pas fait d'études médicales. En général, aujourd'hui, les psychanalystes sont soit psychologues, soit psychiatres, médecins. Ça peut être aussi des médecins généralistes. Mais il y a aussi, par exemple, des philosophes qui sont psychanalystes. Il y a des historiens qui sont psychanalystes. Donc, il n'y a pas de nécessité d'avoir fait des études médicales pour être psychanalyste. Et ça ne vise pas du tout la même chose. Le médecin psychiatre, il est là pour soigner des maladies mentales particulièrement, que ce soit par des médicaments ou par de la thérapie, alors que le psychanalyste, il vise plutôt à changer un mode d'être au monde. Donc, à réfléchir sur soi, sur son désir, etc. Ce qui peut être intéressant aussi en sexualité, par exemple. Toi, après, tu as fait 3 ans d'études de plus. Oui, donc, tu as fait médecine, etc. Tu as fait 3 ans d'études de plus pour devenir sexologue. Pourquoi tu as choisi de devenir sexologue? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Parce que à force de recevoir des patients, notamment en psychiatrie, ou par exemple quand on sait que la dépression, c'est un des plus gros pourvoyeurs des troubles du désir, ou l'anxiété, et puis en psychanalyse où on parle beaucoup de sexualité, je me suis dit, il faut que je me forme là-dedans, en plus, pour avoir une ouverture en fait, pour pouvoir mieux répondre à mes patients, pour mieux les aider en tout cas. Voilà. Mon but au départ, c'était de mieux les aider. Tu disais, tu n'auscultes pas les sexes, toi. C'est-à-dire que tu es sexologue, donc c'est juste tu discutes en gros, Ouais. essayer de comprendre le problème. Oui, c'est ça. Mais tu n'auscultes pas? Jamais. Ni garçon, ni femme? Non, je ne fais pas d'examen physique, c'est pas mon métier. Si on veut un examen physique, et parfois il y a besoin, quand il y a des troubles sexuels, par exemple quand je fais une suspicion, je crois qu'il y a un phimosis, par exemple, c'est-à-dire un rétrécissement du prépuce qui entraîne des difficultés au niveau de l'érection ou des douleurs. À ce moment-là, j'oriente les patients vers un urologue ou les femmes, quand il y a des problèmes de vaginisme ou de vulvodynie ou de douleurs, simplement, je les oriente vers une gynécologue ou un gynécologue pour voir s'il y a un truc physique. D'accord, d'accord. En sachant que la majorité des troubles sexuels aujourd'hui sont d'origine psychologique. C'est quand même rare qu'il y ait des troubles physiques. C'est souvent la tête. C'est souvent dans la tête. C'est très souvent la tête, oui. Alors après, moi, j'ai peut-être un biais parce que je suis psychiatre, donc on vient me voir peut-être plus quand on... Voilà. Et alors, les clients qui viennent te voir, ils viennent principalement pour quelle raison? C'est quoi la raison la plus courante? Alors, je vais parler du coup des patients qui viennent me voir pour des problèmes sexuels. Parce que je reçois plein de patients. Il y en a qui viennent me voir, par exemple, pour des troubles de l'humeur, d'autres pour des dépressions, etc. Donc, mais en tant que sexologue, la majorité des gens que je reçois, les femmes, c'est souvent parce qu'elles ont des difficultés à avoir des orgasmes, parce qu'il y a des troubles du désir.
Les hommes, c'est des troubles d'érection ou de l'éjaculation prématurée. Et les couples, parce que je reçois aussi des couples, c'est bien souvent parce qu'il y a un décalage de désir dans le couple. Donc la majorité, c'est ça. Quelqu'un qui a plus envie que l'autre Voilà, exactement. Quelqu'un qui a plus envie que l'autre. Bah, ça serait, tiens, c'est sympa, regarde, on va faire ça. On va prendre les choses pour lesquelles on vient de voir le plus souvent. C'est pour essayer de comprendre un petit peu, tiens. Que faire quand il y a un décalage d'envie dans le couple? Tu vois, le truc de base, c'est quoi à faire? Alors, c'est très fréquent, déjà. Parce que le désir, c'est quand même quelque chose qui est très complexe, qui est lié à beaucoup de facteurs. Et l'essentiel de ces facteurs, c'est les facteurs psychologiques. Donc, ce n'est pas anormal de ne pas avoir de désir. On n'est pas malade quand on n'a pas de désir. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une maladie. Par contre, c'est en lien avec des contextes. Bien souvent, c'est quand c'est la femme qui a moins de désir que l'homme, c'est globalement parce qu'elle va être surchargée, parce qu'elle a beaucoup de stress. Le stress, par exemple, c'est un ennemi du désir. Plus on a de stress, moins on a de désir, ça c'est clair. Et en plus, le stress est même un ennemi de l'excitation sexuelle. Et on sait qu'un homme stressé, par exemple, va avoir du mal à avoir une érection parce que les circuits physiologiques de l'érection rentrent en compétition avec les circuits physiologiques de la peur. Donc, on ne peut pas à la fois être stressé et à la fois avoir une érection. C'est pour ça que les hommes qui par exemple, sont stressés avant une première fois, ou etc., vont plus souvent avoir des troubles de l'érection en plus, ils ont en plus l'angoisse de performance. Donc voilà, ils vont vraiment avoir des difficultés. Donc quand il y a un décalage de désir dans un couple, ce qu'on va proposer, c'est la reprise de la conversation. C'est-à-dire qu'on va redonner des moments de couple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les couples se plaignent de ne pas avoir qu'il y ait des problèmes de désir, mais en fait, ils passent très peu de temps ensemble. Pourquoi, au début, dans un couple, il y a peu de problèmes de désir? Outre le fait que, effectivement, quand on rencontre quelqu'un, on est dans un état amoureux où il y a un bain de neurotransmetteurs très important, et donc ce qui fait qu'on a vraiment le désir à fleur de peau. Dans un couple qui dure, les neurotransmetteurs redeviennent à un niveau un peu normal. Donc le désir, c'est vraiment la première chose qui va poser problème. Donc il faut remettre un contexte favorable au désir. Et ce contexte, c'est un peu le contexte du début. Donc c'est des rendez-vous amoureux, c'est de la séduction, c'est remettre un peu de manque et un peu d'incertitude dans le couple. Et du temps passé ensemble. Au début, quand on est amoureux, on ne va jamais proposer à son compagnon ou à sa compagne ou à sa copine, je ne sais pas moi, de regarder la télé ensemble. Non, on va au resto, on se fait une petite soirée en amoureux, on passe du temps, on converse, voilà. Et on se drague. Tu crois vraiment que ça peut revenir dans un couple? Ah bien sûr. Oui. Et je le vois tout le temps en consultation. Tu le vois tout le temps, ok. Ah, tout le temps. On a des protocoles, par exemple, en sexo, à mettre en place pour aider les couples. Un des protocoles les plus connus, c'est le Sensate Focus. Et franchement, en dehors de problèmes relationnels, c'est-à-dire quand il n'y a pas de problème relationnel dans le couple, quand il y a vraiment un décalage de désir, avec vraiment une difficulté à se retrouver sur le plan sexuel, le Sensate Focus marche vraiment très bien. C'est quoi le Sensate Focus? Le Sensate Focus, c'est un protocole qui a été mis en place par Master & Johnson, qui sont un peu les précurseurs de la sexologie moderne aux États-Unis dans les années 60. Et c'est les premiers à avoir étudié de façon physiologique la réponse sexuelle, c'est-à-dire qu'ils ont mis dans un laboratoire des hommes, des femmes, étudié plus de 10 000 orgasmes, voir comment ça se passe au niveau physique chez les hommes et chez les femmes, et se rendu compte, par exemple, que c'est la même réponse physiologique que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Avec donc des contractions du périnée au niveau de l'orgasme, une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la fréquence respiratoire, etc. C'est la même chose en fait. L'orgasme chez l'homme et chez la femme, c'est la même réponse physiologique. Donc du coup, donc Master & Johnson, donc on soignait beaucoup de couples. Et donc notamment, ils ont mis en place ce protocole, qui est un protocole en 4 étapes, qui vise finalement à retrouver une sensualité commune, à développer la sensorialité grâce au toucher. Parce qu'on remarque, en tout cas dans la sexualité aujourd'hui, qu'il y a très peu d'accent qui est mis dans les couples sur la sensorialité et beaucoup sur la génitalité. C'est-à-dire, c'est beaucoup la pénétration et très peu le toucher globalement. Or, tout le corps est hétérogène. Et si on travaille
Or, pour rendre un corps érogène, il faut le toucher. Plus on touche une zone, plus on l'associe à des stimuli érotiques, plus elle va devenir érogène. Et on peut très bien travailler à rendre son corps érogène. On sait par exemple que les tétons, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et beaucoup plus chez les femmes, c'est des zones qui sont très érogènes et on peut travailler à ça. Ça se travaille. La sexualité plaisir se travaille. S'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on peut travailler à augmenter son plaisir dans la sexualité, les hommes et les femmes. Tu as des patients de quel âge? Jusqu'à quel âge? Tu as des patients très âgés qui viennent te voir? Oui, j'ai des patients très âgés. Je pense que ma patiente la plus âgée doit avoir 82 ou 83 ans. La plus jeune, c'est une jeune fille, elle avait 17 ans. Donc oui, c'est très très large. Globalement, on va dire que c'est des patients plutôt entre 30 et 50 ans. D'accord. Voilà, globalement. Et tu as des gens qui sont heureux sans sexe, qui ne font plus l'amour, mais qui sont quand même très épanouis. Plein. Oui. Plein. Alors ça, c'est une grande fausse croyance. C'est une fausse croyance de penser que la sexualité est indispensable au bonheur. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de sexualité et qui vivent en couple. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas de sexualité qu'on n'est pas forcément en couple. Donc il y a des célibataires qui n'ont pas de sexualité, il y a des célibataires qui ont une sexualité, il y a des couples qui n'ont pas de sexualité. Le bonheur ne dépend pas de la sexualité. Le bonheur dépend de plein d'autres choses. De son rapport au plaisir, ça c'est sûr, mais il y a plein de choses qui nous procurent du plaisir dans la vie. Alors Freud, par exemple, parlait de notre capacité à sublimer. Donc, sublimation de pulsions sexuelles. La sublimation, c'est finalement la façon que l'on a de trouver du plaisir dans des choses créatives. Donc, il y a plein de gens qui peuvent avoir des activités, que ce soit intellectuelles, créatives, et qui les rendent heureux, complètement. Oui, trouver du plaisir ailleurs, quoi, en gros. Dans la vie, en général, quoi. Est-ce que tu as eu des patients que tu n'aurais pas imaginé avoir? Alors, j'ai été très surprise, oui, effectivement, quand je suis devenue sexologue, j'ai été surprise d'hommes qui viennent me voir, je trouve. Je m'y attendais pas du tout de recevoir des hommes qui ont du mal à s'exprimer en français, parce que ça fait peu de temps qu'ils sont en France, parce qu'ils sont pas, leur langue maternelle n'est pas le français, et qui font la démarche de venir consulter une médecin sexologue parce qu'ils ont des troubles sexuels, généralement des troubles de l'érection ou des troubles de l'éjaculation, et ils sont tristes de ça parce qu'ils n'arrivent pas à donner du plaisir à leur femme. J'ai trouvé vraiment très touchant ces hommes qui viennent alors qu'ils ont du mal même à parler français. Donc même parler de sexualité, érection, éjaculation, c'est des termes qu'ils ne connaissent pas. Donc on arrive à se comprendre, on parle par périphrase, voilà, on arrive à se comprendre. Mais ils viennent, ça m'a beaucoup touchée. Et je leur dis à quel point ils sont courageux de venir à chaque fois. Parce que par exemple, on sait qu'il y a à peine 10% des gens qui viennent consulter un sexologue. À peine 10%. On n'a pas de problème pour aller voir un dentiste si on a mal aux dents, quoi. Pourquoi on aurait des problèmes d'aller voir un sexologue quand on a... c'est pas dans les habitudes, moi, c'est vrai que je suis jamais allé voir un sexologue. C'est pas dans les habitudes parce que la sexualité, on a du mal à en parler. C'est vrai que la sexualité fait partie de l'intimité, mais il y a beaucoup de choses qui font partie de l'intimité et pourtant, on y va quand même. On va quand même voir, par exemple, un médecin gastro-entérologue pour des problèmes digestifs. Bon, on ne va pas le crier sur tous les toits, par exemple. Donc, ça reste dans le domaine de l'intimité, ça c'est sûr. Mais moi, je pense vraiment que plus on va pouvoir parler de sexualité librement, que ce soit dans les médias, que ce soit entre amis, plus on va pouvoir parler de sexualité, mais même dans les couples, Genre le principal problème des couples, c'est qu'ils ont du mal à communiquer. Vraiment. Alors, tu dis 40% des couples ne font l'amour que 1 à 2 fois par mois. Ça, c'est des études. Font moins l'amour que ça encore. Moins ou plus. Enfin, et après, ça dépend des périodes. C'est pour ça, les études, c'est compliqué. Mais les études statistiques, c'est compliqué. On a essayé de chercher des chiffres. Et franchement, le problème, c'est que d'une étude à l'autre, ça dit tout et son contraire. Exactement.
Exactement. Donc, c'est très compliqué, les chiffres en sexualité. Je vais te donner des études sur le sexe qui ont été faites. On en a prises sur Internet et on en a inventé d'autres. Tu vas essayer de deviner si c'est des vrais chiffres ou pas, et chez vous, pareil. 80% des hommes préfèrent le dirty talk, donc des mots sales, en gros, des mots cochons, voilà, au romantisme pendant l'acte. Ouais, je pense que ça c'est à peu près vrai, je pense. Et ben dans les études sur Internet, ils disent que c'est l'inverse, que c'est 80% des hommes qui préfèrent le romantisme au dirty talk. Est-ce que c'est pas un peu parce que des sondages, t'essayes d'être un peu gentil? Ah, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce qu'on entend, c'est plutôt que les hommes vont plus préférer... Alors après, ça dépend, c'est toujours pareil. Ça dépend si l'homme est dans une relation qui dure, où il est vraiment dans une relation affective, et puis si l'homme est dans une relation plus de courte durée, ou de coup d'un soir, ou... Voilà, mais ça dépend, vraiment, ça dépend. On ne peut pas faire de généralité sur ça, je pense. En France, 10% des femmes se préservent pour le mariage. Je pense que c'est vrai, ça. Il y a encore beaucoup de femmes qui se préservent pour le mariage. Alors, peut-être pas 10%. Tu en vois ? J'en ai vu, oui, bien sûr. J'en vois, ouais. Celle-là, on l'a inventé, mais peut-être que c'est vrai. Je ne sais pas si c'est 10%, mais j'en ai vu, bien sûr. 6% des hommes se masturberaient au bureau. Ouais, il y a un truc comme ça, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même 6% des hommes. Ouais. T'en as qui te racontent ce genre de truc? Ouais, j'en ai qui me racontent ce genre de truc, ouais. Ah oui? Ouais. Alors c'est plutôt... Mais d'ailleurs, c'est un vrai problème dans le couple qui dure, la masturbation. Quand trouver l'espace de sa masturbation, quand on a envie de se masturber? Alors, il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui le font dans le salon quand la femme est couchée. Mais alors ça marche quand on n'a pas d'enfants. Quand on a des enfants, c'est plus compliqué. S'il y en a qui rigolent, il y a tous les garçons qui rigolent, là, ils se reconnaissent tous. Ouais, c'est ça. Et à part si t'as pas de salon, du coup, tu peux pas. Du coup, au bureau, ça devient de plus en plus compliqué parce que beaucoup sont en open space. Après, il y a la douche. Enfin, c'est compliqué, quoi. Mais où est-ce qu'on tu dis, la douche? La douche, on se masturbe sous la douche. Ah, oui. Les hommes, les femmes. Alors, en plus, Womanizer vient de sortir le pommeau Womanizer. D'accord. T'as vu ça, non? Non, pas du tout. Mais le pommeau de douche, c'est des le Womanizer, vibros, c'est le vibromasseur par air pulsé. Donc, c'est le nouveau vibromasseur, enfin de nouveau, il date de 2014, hein, donc il vient d'avoir 10 ans. Hein. Il est révolutionnaire. Absolument révolutionnaire, c'est ça. Révolutionnaire parce que c'est un vibromasseur qui ne touche pas le clitoris et qui fonctionne par air pulsé. Donc, en fait, il stimule les récepteurs à la vibration du clitoris. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le gland du clitoris, il y a majoritairement des récepteurs à la vibration. Donc, ça stimule ça. Et ils viennent de sortir un pommeau de douche avec le vibromasseur intégré. D'accord, ouais. D'accord. Ah, waouh. Donc ça te choque pas? Je fais pas de la pub. Hein, non, bien sûr. 6% des hommes se disent, ah oui, ça te choque pas? Ah, pas du tout. Nous, ça nous a quand même surpris. Tu te dis, tiens, à quel moment tu fais ça au bureau? Où tu vois déjà? C'est quand même... parce qu'il y en a qui le font, tu dis, vraiment dans leur bureau. Ah oui, bien sûr, ouais. Il y a encore des gens qui ont un bureau perso. Déjà, il faut avoir un bureau perso pour le faire. Et j'imagine. J'espère. Il manquerait plus que tu rentres dans l'open space. Donc ça va, Jean-Louis? Ça, c'est de plus en plus rare. Ça, mon Jean-Loup, tout va bien. 17% des femmes pensent que le sexe pendant la grossesse est dangereux pour le bébé. C'est bien plus. Et apparemment, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est le chiffre, 17% des femmes. Ah non, je pense que c'est bien plus. C'est ce que je te dis, tu vois, les chiffres, c'est pour ça que je te demande ton avis, mais voilà, il y a alors, des moi, études je de pense tous que les c'est sens. bien plus. Le nombre de femmes qui sont inquiètes que les rapports sexuels pénétratifs créent un risque de menace d'accouchement prématuré. Ah oui, ouvre le placenta ou j'en sais rien. C'est ça. Alors, même si ça y va pas du tout. Hein, mais... Ah, mais pas du tout. Et puis, alors, il faut même les rassurer. C'est-à-dire que les études, pour le coup, montrent le contraire. C'est-à-dire que continuer la sexualité pendant la grossesse diminue le risque d'accouchement prématuré. Donc, c'est même l'inverse. Alors, il y a un truc qui s'appelle le déclenchement à l'italienne, et il paraît qu'il faut coucher très fort, très fort, très fort. Alors ça, c'est une fausse croyance. C'est faux aussi? Ah, mais totalement. C'est totalement... Tu peux coucher, ça fait rien. Ah, rien du tout. En fait, pourquoi on a pu penser ça? Parce que l'orgasme provoque des contractions utérines. Et en plus, dans le sperme, il y a des prostaglandines, donc qui pourraient ramollir le col. Mais en fait, non, c'est totalement faux. Un homme sur 100 peut se faire une autofellation.
Je pense que c'est moins que ça, mais... Apparemment, c'est ça. Et c'est un homme sur 100. 1%. Voilà, des hommes peuvent se faire une fellation tout seuls. T'en as qui s'en font, qui te racontent? Ah non, ça, non. J'ai jamais eu ce cas-là. Ça s'appelle l'autosuffisance, hein, ça existe. Hein. La masturbation, c'est pareil. Hein, c'est exactement ça. Non, je plaisante, monsieur. Un homme sur 2 aura au moins un rapport tarifé dans toute sa vie. Non, ça c'est faux, il y en a moins. Il y en a moins, c'est 12,7% des hommes. Il y en a beaucoup moins depuis 20-30 ans. Il y en avait beaucoup plus, il y a quelques années. Pourquoi il y en a moins aujourd'hui? Parce que la sexualité, quand même, est beaucoup moins taboue et qu'ils trouvent beaucoup plus de partenaires non tarifés. Ah oui, d'accord. Avec des applications, par exemple, ça a aidé? Avec les applications, oui, bien sûr. Je pense que ça a aidé, ouais. En tout cas, il y a beaucoup moins que ça, ouais. 15% des femmes ont un rapport tous les jours sexuel. Non, je pense que c'est faux. Non, c'est 4% des femmes qui ont un rapport quotidien. C'est très peu, hein. Oui. Mais très peu, on est très peu. Enfin, les gens sont... la sexualité, c'est pas la première activité des gens. Alors, c'est en tout cas la première recherche sur Internet. Oui, mais c'est loin d'être la première activité des gens. Notre première activité, c'est en réalité notre boulot, les enfants quand on en a, voir le sport. Enfin, oui, c'est pas... Oui, il y a d'autres occupations. Oui. Une personne sur 5 pense qu'être infidèle, c'est un moyen de sauver son couple. Alors, il y en a qui pensent ça, oui, effectivement. C'est 20% des gens pensent qu'il faut aller voir ailleurs pour garder son couple. Oui, il y en a qui pensent ça. Alors, la question de l'infidélité, c'est une question qui est un peu compliquée. On voit de tout, hein, c'est-à-dire qu'on voit des couples qui sont infidèles où ça a reboosté la libido, hein, vraiment du couple. Donc là, effectivement, ça peut fonctionner. Il y en a où plus... Il y en a, ça relance le couple d'aller voir ailleurs? Bien sûr. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Quand c'est fait sans culpabilité. Parce que le problème de la fidélité, bon, c'est déjà ses valeurs, ses propres valeurs, mais bon, ça, c'est des choses qui sont très culturelles aussi. Donc, aller voir ailleurs en soi, ce n'est plus une faute morale. Ça peut le rester pour soi, mais dans la société, ça l'est plus. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui sont infidèles. Il y a même Glidden qui est sorti sur l'infidélité, sur les rencontres. C'est une application de rencontre pour les gens en couple. Ouais, pour les relations extra-conjugales, qui a été donc une application qui a été faite par des femmes, pour les femmes, quand même, donc au départ. Même si aujourd'hui... Ça marche, ça? Aujourd'hui, sur Glidden, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui y sont, par exemple. Enfin, en tout cas... Mais par exemple, moi, j'ai des patients qui sont sur Glidden, qui me le disent. Et ça marche? Bien sûr, ça marche, oui. Quasiment un homme sur 3 souffrirait d'éjaculation précoce, 33% des Français. Non, c'est moins. Non, c'est ça. Ah bon? En tout cas, c'est pareil, c'est sur les études qui a marqué, mais 33% des hommes, quand même. Eh bien, dis donc, alors il faut qu'ils viennent consulter, ces hommes, parce que c'est dommage de rester comme ça. Comment faire si tu as une éjaculation précoce et que tu pars à chaque fois trop vite? C'est quoi les conseils que tu donnerais, toi? Alors, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà de se renseigner sur ce qu'est le périnée. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, avant d'avoir des enfants, qui ne savent pas ce qu'est le périnée. Le périnée, c'est un ensemble de muscles qui vont de la symphyse pubienne, c'est-à-dire l'os que l'on a devant, au sacrum à l'arrière, c'est-à-dire l'os que l'on a derrière. Donc, c'est des muscles qui ont une forme de hamac. Et ces muscles viennent enchâsser, c'est-à-dire qu'ils recouvrent chez l'homme les racines du pénis, donc la partie interne du pénis. Le pénis a une partie externe et une partie interne qui est quasiment équivalente à la partie externe. Comme le clitoris. Il y a autant de dents que dehors, quoi. Exactement. Pour le pénis, il y en a quasiment autant de dents que dehors. Comme dehors, en érection, tu veux dire, ou en... Non. En repos? En repos, oui, bien sûr. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que tu n'as pas 20 cm de dents. Oui, enfin, le pénis moyen au repos, c'est 9 cm. Le pénis moyen en érection, c'est 13. Donc, ça fait quoi? 4 cm de différence? Ouais, c'est vrai. Ça dépend. En sachant qu'il y a les pénis de sang et le pénis de chair, voilà, donc bon. Mais c'est une moyenne, hein, c'est une moyenne. Donc, le pénis a donc les racines, c'est-à-dire des corps caverneux et un corps spongieux unique à l'intérieur, et tout ça, c'est enchâssé par les muscles du périnée. Et donc, on sait que plus on va muscler son périnée, plus on va stimuler le pénis à l'intérieur, donc sur les corps spongieux et caverneux, plus on va avoir une érection de meilleure qualité. Déjà, ça améliore la qualité de l'érection.
Et ça permet également de travailler sur le contrôle de l'éjaculation, c'est-à-dire de prendre conscience du point de non-retour, hein, c'est-à-dire du moment où on va éjaculer, où on ne pourra plus l'arrêter, pour, au moment de l'érection, pouvoir à la fois détendre le périnée, le contracter pour gérer l'éjaculation. Donc ça peut marcher très bien. Et après, il y a d'autres techniques qui ont été décrites pour serrer le gland. Mais franchement, serrer le gland au moment de l'éjaculation, c'est pas très pratique dans le rapport sexuel. C'est pas érotique. Non, c'est pas... Ouais. Parfois, les sexologues recommandent à la femme de le faire, par exemple. Moi, c'est quelque chose, personnellement, je me dis, non, c'est pas du tout érotique, quoi. Ouais. Par contre, l'homme peut très bien s'exercer, lors de la masturbation, à retarder son éjaculation. Il faut qu'il s'exerce, d'ailleurs. C'est pas qu'il peut. Mais c'est vraiment au niveau du périnée que ça se passe, c'est pas au niveau de la... Parce que t'as beau serrer comme tu veux les fesses, ça change rien, si? C'est pas que les fesses, non, mais le périnée, il est... Donc, si on veut donner un détail aux hommes, le périnée, en fait, c'est ce que vous contractez quand vous vous retenez de faire pipi ou que vous vous retenez d'aller à la selle, puisque le muscle le plus important du périnée, c'est le releveur de l'anus. Bien sûr que c'est le point essentiel. Vraiment, c'est le point essentiel. Après, sur Internet, on trouve tout un tas d'exercices pour muscler son périnée. C'est ce qu'on appelle les exercices de Kegel. On peut apprendre à muscler son périnée. C'est comme tout exercice de musculation. En France, l'âge moyen de la première exposition à la pornographie est de 15 ans. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est encore... Ouais. Non, c'est moins. C'est moins, c'est 11 ans. Oui, alors... c'est choquant. Ça, c'est les derniers chiffres qui ont été publiés. Oui. Ouais, les derniers chiffres sont hallucinants. Ouais. 11 ans, c'est effrayant. Accès à la pornographie, c'est chaud. Hein. Ouais. C'est effrayant. Moi, avant, j'avais des livres. Bah oui. Non, mais avant, il n'y avait pas Internet, hein, donc on avait des livres de cul. Bien sûr. On était ados et tout, mais on était obligés d'aller aux marchands de journaux, c'était la honte un peu. Donc, oui. Ou alors on le retrouvait dans la chambre de ses parents. Beaucoup non, de mes patients... faire la queue, tu sais, moi je mettais deux journaux, je le mettais en troisième, je passais à la caisse, je faisais genre, je regardais autre chose, j'attendais que ça passe, machin. Moi, beaucoup de mes patients de plus de 40 ans, ils ont découvert la sexualité avec les revues porno de leurs parents, les cassettes porno des parents, et beaucoup plus tard que 11 ans. Le problème de découvrir la sexualité pornographique à 11 ans, c'est qu'à 11 ans, on n'est pas pubère. Et les garçons, surtout. Les garçons ont quand même 2 ans de retard de développement psychologique sur les filles. Bon, ça c'est un autre sujet parce que ça entraîne beaucoup de difficultés. On a 2 ans de décalage psychologique. Je voudrais bien que tu rentres dans ce débat. Oui. C'est-à-dire qu'on a 2 ans de retard par rapport aux femmes? À peu près, ouais. C'est vrai? On sait que le développement psychologique des garçons est beaucoup plus lent que sur celui des filles. Par exemple, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il semblerait qu'il y ait plus de troubles psychiatriques chez les garçons, chez les petits garçons, que chez les petites filles. Parce qu'en fait, il y a un retard. Déjà, ils parlent moins bien ils parlent plus tard que les filles, par exemple. Donc, on sait qu'il y a un retard. Et ça expliquerait aussi une des raisons pour lesquelles il y a plus de difficultés à gérer les émotions chez les garçons que chez les filles. Donc, globalement, oui, les garçons ont un... Alors, il semblerait que ce soit lié au chromosome Y, qui entraîne une certaine vulnérabilité parce que les filles sont XX et les garçons sont XY, donc ils n'ont qu'un chromosome X et un chromosome Y, ce qui entraîne une expression de certains gènes plus facilement que chez les filles qui sont un double X. Est-ce que aller voir des prostituées peut sauver un couple? Est-ce qu'il y a des patients qui font ça? Oui, il y a des patients qui font ça. Par exemple, des patients qui ont des fantasmes particuliers, qui ne sont pas peu socialement acceptés ou qui ne seraient pas acceptés par leur compagne. Par exemple, un patient qui va être fétichiste des pieds, qui va être stimulé sexuellement que par la vision de pieds dans des escarpins ou par les pieds qui vont lui marcher dessus, par exemple, va beaucoup plus avoir recours à une professionnelle tarifée que à sa partenaire. Il ne va pas lui dire? Ouais. Est-ce que des couples ne se disent pas les choses? Sur ce genre de choses, non, c'est compliqué. Et par exemple, des hommes qui ont des fantasmes exhibitionnistes aussi. Qui sont exhibitionnistes. L'exhibitionnisme, c'est quand même une pulsion on a du mal à réguler. Mais c'est pas interdit? Bien sûr que c'est illégal, mais c'est illégal quand on le fait devant quelqu'un qui n'a pas choisi.
C'est pour ça qu'il y a des patients exhibitionnistes qui vont Ah, choisir... dans des clubs, par exemple. Ils vont choisir les leur libertins, moment, machin. exactement, oui. Et ils vont même payer des femmes juste pour pouvoir se déshabiller devant elles et se masturber pour qu'elles les regardent, par exemple. Ouais, donc ça arrive. Donc ça peut être utile, bien sûr. Il y avait une dernière étude qui disait qu'une personne sur 3, 33% des gens aimeraient coucher avec un ou une collègue de travail. Ah oui, je pense que c'est vrai, Ouais, ça. c'est vrai Ouais, aussi. ouais. Il y a beaucoup de couples qui se font dans les Eh oui, ouais, dans le bureaux. travail, oui. Bah, ça reste, malgré les applications de rencontres, ça reste le moyen de privilégier de rencontres, hein, le bureau. C'est vrai. Le travail. Ouais. C'est quoi le fantasme le plus surprenant que tu as eu en tant que sexologue, où il y a quelqu'un qui est venu te voir et qui t'a dit j'ai un fantasme un peu étonnant, c'est ça? Je sais pas, il y en a Ou ça plein. t'a surpris vraiment? Alors, quand on parle de fantasme, c'est compliqué, parce que quand on parle de fantasme comme ça dans le langage courant, on va penser au triolisme, à faire l'amour dans un ascenseur, en pleine nature, etc. Nous, quand on parle de fantasme en tant que psychiatre, on va penser beaucoup aux fantasmes pédophiles, par exemple, Ah oui. zoophiles, des choses qui sont quand même assez lourdes, parce qu'il y a quand même les fantasmes pédophiles, c'est par exemple 1% des hommes. Donc, un homme sur 100, ce n'est pas rien. Et un homme qui a des fantasmes pédophiles ne va pas passer à l'acte systématiquement, bien heureusement. C'est pas parce qu'on a des fantasmes pédophiles qu'on va passer à l'acte. Donc, mais il faut qu'il y ait un endroit où il puisse en parler, Mais il y en sans a qui être viennent te voir jugé. pour ça. Bien sûr. Et Oui. tu appelles la police enfin, Mais comment- pas du tout. Comment tu fais? On peut avoir des fantasmes sans passer à l'acte. Ça n'a rien à voir. Et justement, le fait de pouvoir en parler évite le passage à l'acte. Donc il faut un endroit où on puisse en parler sans avoir peur d'être dénoncé. Nous, on est soumis au secret médical, hein. C'est-à-dire que le secret médical est inaliénable. On n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Et le seul moment où on est obligé de le dire, où on peut le dire, ce qui n'est pas pareil, hein, si on est obligé ou on peut déjà, c'est les violences faites aux enfants et les violences sexuelles faites aux enfants. Et Il faut les protéger, il faut envoyer... Voilà, exactement. On peut le dire. Donc on est démine notre secret professionnel à ce moment-là. Mais sinon, dans tous les autres cas... Heureusement, ouais. Voilà. Les hommes, par exemple, je reçois des agresseurs sexuels. Donc je reçois des hommes qui ont agressé sexuellement, que ce soit des hommes ou des femmes. Les gens qui viennent me voir, les patients qui viennent me voir quand ils ont agressé des femmes ou des hommes, ce sont des gens qui sont en souffrance, c'est-à-dire qu'ils souffrent de leur passage à l'acte, ils souffrent du mal qu'ils ont fait, et ils n'ont plus envie de recommencer, et ils ont envie de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Ça, c'est important de comprendre qu'il y a aussi on souffre de deux côtés quand il y a un passage à l'acte sexuel. Il y a des agresseuses sexuelles? Ça existe, bien sûr. Tu en as déjà eu? J'en ai pas eu, non. C'est- Par contre, par exemple, la dernière étude de Stop à l'inceste a montré que 77% des agresseurs étaient des hommes, mais 16% des agresseurs sont des femmes. Donc ce n'est pas rien, 16%. Et il y en a qui le font et qui viennent te voir juste après, d'eux-mêmes? Bien sûr. Juste après ou des années après, hein. Mais oui, ils viennent d'eux-mêmes d'ailleurs, hein. Est-ce que tu as déjà eu des moments gênants avec des clients, des patients qui sont arrivés Il y a des moments gênants, oui. Par exemple, il y a des moments... Il y a un patient, une fois, qui voulait absolument que je l'examine et qui voulait absolument que je lui mesure son sexe, parce qu'il était très angoissé par la taille de son sexe. Bon, évidemment, je refuse. Et il a un peu insisté. Bon, après, je sais assez bien mettre des limites, etc. Après, les moments gênants, ça peut être quand un patient tombe amoureux, par exemple. Ça t'est arrivé aussi? Ça arrive, ouais. Ça arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois depuis que je suis interne. Pas des tonnes, hein, mais ça peut arriver. Donc, forcément, il y a un transfert qui se met en place quand on est, surtout quand on est psychanalyste. Ouais. Hein. Donc, c'est une relation de confiance, c'est une relation de transfert. C'est parfois des gens qui, c'est la seule personne à qui ils parlent vraiment dans leur vie, à qui c'est une relation d'intimité, de véritable intimité. Donc, ça favorise les sentiments, en fait. Et c'est notre rôle, en tant que thérapeute, de savoir maintenir une distance pour ne pas qu'il y ait de passage à l'acte, évidemment. T'as eu un mec qui était persuadé que toutes les femmes le kiffaient, étaient C'est attirées ça, par lui. exactement. Il était persuadé, mais persuadé. Donc il pensait évidemment que moi aussi. Et tout l'enjeu de la psychanalyse, ça a été de
lui faire comprendre que non, que c'était pas le cas. Et on a compris, en fait, au fur et à mesure de la psychanalyse, que il avait subi un inceste de la part de sa mère. Donc, que la première femme qui avait été séduite, en réalité, ça avait été sa mère, et qu'elle était passée à l'acte. Donc c'est assez terrible, c'est assez terrible. C'est une histoire qui est vraiment très, très... Comment il s'en est rendu compte? En discutant avec toi? En discutant, oui. Parce que lui, il était persuadé que c'était lui qui l'avait séduite. Il était persuadé que c'était sa faute à lui, en fait. Il était persuadé que c'était le petit garçon qui avait séduit sa maman, et que c'est pour ça qu'aucune femme ne pourrait lui résister, puisque sa mère elle-même n'avait pas résisté. Est-ce que tu as déjà eu un fou rire avec un patient? Est-ce que parfois, dans une situation, tu te mets à te marrer avec quelqu'un? Alors, ça arrive hyper souvent. Je pense qu'il n'y a pas une journée où je rigole pas, où j'ai pas un moment où je rigole avec mes patients. Et puis aussi, ils pleurent beaucoup. Mais une fois, j'ai une jeune fille qui était hyper marrante. Et puis, il y a des personnes qui ont le chic pour raconter des histoires de façon drôle, en fait. Et là, elle me racontait une de ses... je crois que c'était sa première fois, même. Et elle le racontait d'une façon tellement légère. Alors qu'en vrai, c'était pas drôle, hein. Vraiment pas drôle. Mais son mécanisme de défense, c'était vraiment de rigoler pour tout, quoi. Et là, donc, elle me dit en rigolant que son mec lui demande une fellation et que donc elle s'exécute, plus ou moins de bon cœur, et qu'il finit par lui éjaculer dans la bouche sans même lui avoir demandé, ce qui, honnêtement, n'est pas drôle du tout. Et là, elle lui vomit dessus, parce qu'elle était totalement intolérante à tout ce qui était de consistance visqueuse. Et chaque fois qu'elle avait un truc visqueux dans la bouche, elle vomissait. Et donc, bon, j'ai trouvé ça... Mais ça, on va en parler après du consentement, mais il faut prévenir normalement quand on veut faire un truc. Ah c'est la moindre des choses, oui. Ça, le consentement, on va en parler, oui, c'est remettre du dialogue, quoi. Voilà. T'as ce sujet avec tes patients, tu parles souvent de consentement, de rappeler les bases. On en parle beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'immense majorité de mes patientes ont subi des agressions sexuelles. Donc, je pense que j'ai 80-90% de mes patientes qui ont été victimes d'inceste, de viol, d'attouchement, d'agressions sexuelles dans leur jeune adulte. Voilà, donc c'est des sujets qui sont tous les jours. Donc le consentement, on en parle beaucoup. Les hommes, aujourd'hui, que je reçois, sont très au fait des notions de consentement, malgré tout. Beaucoup plus qu'il y a 5 ans. MeToo a fait beaucoup de bien, je pense, mais autant pour les hommes que pour les femmes. Parce que des femmes de mon âge, même 40 ans, quand je discute, les femmes ne se posaient pas la question de leur plaisir ou de leur désir. Mais pas du tout. Une femme, elle avait... si l'homme la désirait, c'est qu'elle était désirable et elle désirait, point barre. Et l'homme, c'était pareil. Il ne se posait pas la question du désir de la femme. Donc le consentement, dans ces cas-là, c'est compliqué. Donc remettre du dialogue entre les sexes, oui, ça c'est bien bon, c'est important. Il paraît qu'en Amérique, pour finir le sujet du consentement, avant un tournage de film X maintenant, j'avais noté, les acteurs remplissent un document et cochent ce qu'ils veulent faire, donc les filles et les garçons, sur ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord, etc., pour qu'il n'y ait pas de problème de consentement. Oui, et puis c'est aussi tout ce qu'on voit dans le porno éthique maintenant. Le porno éthique, c'est le nouveau porno qui est fait beaucoup par les femmes, voilà, où on signe ce que l'on veut ou pas, quoi. Il paraît qu'il y a une application aux États-Unis qui existe aussi pour en perso, hein, pour avant de faire l'amour avec quelqu'un, de signer tous les deux en disant je suis d'accord pour faire ça. Ah, ça m'étonne pas. Avec la date, etc., machin, et t'envoies, et ça envoie dans la data de l'application, et il y a la photo de chacun avant, tu prends une photo pour dire je suis d'accord, etc., avec le pouce en l'air, machin. Est-ce que tu penses que ça va se généraliser? En France, je pense pas. Parce qu'en France, on a quand même on est quand même une société où on aime bien la spontanéité, on aime bien la liberté. Donc, je pense pas. Mais par contre, il faudrait quand même que les hommes et les femmes dialoguent plus, quoi, se demandent plus les choses.
Genre, vraiment, on se demande si on a envie de... Quand on invite quelqu'un chez soi et qu'on lui propose un café, on ne va pas lui mettre de force le café dans la bouche. On va lui dire, est-ce que tu veux un café? Non, mais alors est-ce que tu veux un thé? Oui, je te prépare le thé, d'accord. Et ah ben non, j'ai plus envie de thé, je préfère un café. Oui, on demande, quoi. Dans toutes les situations de la vie, on demande. Il y a bien qu'en sexualité où on se permet de pas demander. Pour parler de viol et de GHB, j'ai rencontré samedi, j'étais chez un copain, il y avait une copine à lui qui était là, et qui était super sympa, et qui a raconté à table, en fait, c'est une anecdote où elle s'était fait piquer les fesses en boîte. Par quelqu'un, elle n'a pas retrouvé qui c'était, etc. Mais elle a senti une petite piqûre dans la foule. Et 1 minute après, même pas, elle a commencé à avoir des flashs, à perdre l'équilibre. Et elle a eu le réflexe de dire à sa meilleure copine qui elle était, je pense que j'ai été droguée. Et vraiment pas mal est tombé. Heureusement, sa copine, etc., l'a amené au videur de la boîte, qui ont appelé la police, le SAMU, tout ça. Ils ont fait des analyses, elle avait effectivement été piquée, machin. Est-ce que toi, t'en as des gens qui ont été justement violés au GHB, etc., pour même expliquer... Moi, je me rendais pas compte à quel point c'était quelque chose de répandu. Alors, le GHB, apparemment, ça se met soit dans le verre. Oui. J'avais déjà entendu ce mot, GHB, comme tout le monde, mais je savais pas comment ça se prenait. Il y en a qui, apparemment, donc, le mettent dans le verre. Donc, il y a des capotes pour les verres. Le problème, c'est que faut mettre une sorte de cache ou ne jamais lâcher son verre et mettre sa main dessus. Ou par piqûre. Et il paraît que c'est tellement fin, les aiguilles, que tu peux même ne pas le sentir. On peut ne pas le sentir, on peut aussi effectivement se réveiller comme ça en ayant été drogué et puis savoir même pas ce qui s'est passé en fait. Donc oui, ça arrive. Mais moi, ce que je trouve, alors c'est quand même une petite, c'est à la marge quand même par rapport au problème de l'alcool. L'alcool, c'est quand même un gros problème. Le nombre de femmes qui ont accepté des relations sexuelles parce qu'elles avaient trop bu et que le lendemain, elles se réveillent en se disant « mais purée, qu'est-ce que j'ai fait ?» En fait, l'alcool désinhibe, donc enlève la possibilité de consentement. Et ça, vraiment, l'alcool, c'est un fléau, autant pour les hommes que pour les femmes. Il y a plein d'hommes qui ne réagiraient pas comme ça s'ils n'avaient pas bu. La violence, c'est beaucoup du fait de l'alcool. Toi, tu es une femme violée par son père. Par son beau-père, dont la mère est médecin. Ça, c'est un cas dont je peux parler parce que ma patiente m'a autorisé à en parler publiquement. On a toujours l'impression que l'inceste s'est fait dans des familles défavorisées, par exemple, qui ne sont pas éduquées. Mais les patients, par exemple, les patientes dont le père a violé sa fille, ils sont tous les deux médecins, par exemple. Donc, c'est horrible, en fait. Donc ça ne dépend pas du milieu social. Quand même un truc qui est pas normal, le cerveau qui a cassé ou... C'est vraiment la toute-puissance. C'est la toute-puissance totale. L'absence de considération pour l'autre. Ces hommes-là sont persuadés que leur fille le veut bien. Et même le demande. Et que ça lui fait du bien à elle. Enfin voilà, c'est ça, ils sont persuadés de ça. Le nombre de pédophiles qui vont dire « Ah, mais elle m'a excité en ouvrant ses jambes. » Des choses comme ça. Même sur des bébés. Enfin, je veux dire, non, c'est hallucinant. Et là, qu'est-ce que tu fais quand tu apprends ça? Tu appelles la police ou toujours pas? Non, tu incites la personne à aller porter plainte? Bien sûr. J'incite la personne à aller porter plainte quand c'est possible. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne veulent pas porter plainte parce que on sait que c'est très peu reçu, les plaintes, que très peu d'agresseurs sont condamnés. Je crois qu'il y a quelque chose comme 1% de plaintes, 1 ou 3% de plaintes qui sont d'agresseurs qui sont condamnés, donc ce qui est quand même hallucinant. Donc très peu de femmes portent plainte, et pourtant, on sait vraiment que porter plainte, ça favorise la reconstruction, ça permet d'aller mieux. Il y a une étude, par exemple, de mémoire et trauma, de la mémoire traumatique, l'association, qui a montré que 80% des femmes qui ont eu une agression sexuelle vont développer un syndrome de stress post-traumatique, alors que quand c'est un autre type d'événement, il y aura un état de stress post-traumatique dans 24% des cas. C'est dire à quel point les agressions sexuelles sont vectrices de syndrome de stress post-traumatique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire
tentative de suicide. 50% des patientes qui ont été victimes d'agression vont faire une tentative de suicide. Ça veut dire dépression, ça veut dire trouble addictif, vraiment, genre alcoolisme, ça veut dire mise en danger sexuelle. On sait que c'est un facteur de risque pour des sexualités addictives et avec des mises en danger. Donc ça entraîne des troubles du comportement alimentaire, enfin, des troubles physiques aussi. Ça, on oublie, parce que le stress chronique va entraîner des troubles physiques. Donc mais vraiment, c'est un fléau. C'est un fléau pour la société. Pour te parler de la différence entre les hommes et les femmes, comme tu as écrit 2 livres, un sur la sexualité masculine, que j'ai montré tout à l'heure et qui apparaît sur votre écran là, la sexualité féminine dans tous ses ébats et la sexualité masculine dans tous ses ébats, c'est chez Fayard Éditions. Il y a eu des photos, des schémas, les meilleures positions en fonction de la taille du sexe, s'il a un gros sexe, s'il a un petit sexe, s'il a comment il faut faire l'amour, etc. Tu abordes des sujets. Pourquoi les femmes ferment les yeux pendant l'amour? Ah oui. Bah alors déjà, pourquoi les hommes les ouvrent? Les hommes les ouvrent parce qu'ils sont sensibles aux stimuli visuels. Genre, on sait que les hommes, ce qui va les plus les exciter, c'est voir. C'est une des raisons pour lesquelles ils préfèrent la levrette, par exemple. Parce qu'ils aiment bien voir les fesses. Hein, ça fait partie de leur stimuli sexuel. Donc ils aiment voir, d'accord? Alors que les femmes, elles ont besoin de ressentir. Et on sait très bien que c'est qu'en fermant les yeux qu'on ressent le mieux. Genre, c'est pour ça que dans tout ce qui est méditation, etc., on demande toujours de fermer les yeux pour mieux se concentrer sur ce que l'on ressent. C'est ça, quand tu écoutes de l'ASMR, tu fermes les yeux. Mais ça et donc, en vrai... Pas l'ASMR, hein, mais je vois des vidéos. En vrai, les hommes, ils devraient les fermer aussi, hein, à un certain moment, un peu, ouais. Pour mieux ressentir, pour augmenter leur plaisir. Surtout que, par exemple, on sait que éjaculation et orgasme, c'est pas la même chose. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont des éjaculations, mais qui n'ont pas d'orgasme. Et quand on leur pose la question, ils ont beaucoup de mal à savoir ce que c'est l'orgasme. Et donc, ils se rendent compte que, probablement, ils n'ont pas d'orgasme. Et il y en a qui simulent. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 40% d'hommes qui ont déjà simulé dans leur vie. C'est pas très loin des chiffres des femmes. Faire semblant de jouir? Oui, faire semblant. Pour finir le rapport, comme les femmes. Hein. Est-ce parce qu'ils s'ennuient parce qu'ils n'arrivent pas à jouir. Parce qu'ils n'ont pas envie que leur femme ou que leur partenaire pense qu'elle ne leur donne pas de plaisir. Oui, d'accord. Pour protéger le narcissisme de l'autre, hein, comme les femmes qui simulent, en fait. Hein. C'est pour faire plaisir, en fait. On a quand même tous envie de faire plaisir à l'autre, hein, globalement. C'est pour ça que les hommes aiment plus les nudes que les femmes? Bien sûr, oui. C'est ça? Bien sûr, oui. Est-ce que c'est plus quelque chose de visuel? Exactement, et il faut que les hommes, quand même, prennent conscience que... Par exemple, quand ils envoient je crois que ça s'appelle ça une dick pic, une photo de sexe en érection. Oui, une photo de sexe en érection. Ouais. Mais ça n'intéresse pas les femmes. Genre, les femmes, elles n'ont pas des stimuli visuels. Il y a aucune femme qui est excitée par une Mais non. Ce qui intéresse les femmes et ce qui va exciter les femmes... C'est un roman? C'est des mots doux, c'est le toucher, c'est l'intimité. Non, mais je dis ça parce que c'est toi qui le dis. C'est un roman érotique à lire. Exactement. J'avoue, on dirait que c'est pas un film à côté de la plaque et tout, le gars. Non, parce que tu le dis, le roman érotique, ça va exciter beaucoup plus une femme qu'une photo de bite, quoi. T'as vu le succès de 50 millions de degrés. C'est énorme. C'est Baudelaire. Oui, écrivez-leur et que les hommes commencent à écrire des poèmes aux femmes, peut-être. Pour parler de taille de pénis, à partir de quelle taille c'est un micro-pénis? Alors, selon les sociétés d'urologie, c'est 7 cm. Donc, moins de 7 cm en érection. En érection? Oui, moins de 7 cm en érection. Alors, c'est assez rare quand même. Hein. T'as déjà eu des mecs qui ont eu des problèmes parce qu'ils avaient des trop gros sexes? J'ai pas eu... alors, ça, j'ai plutôt rencontré des femmes. Par exemple, globalement, les études montrent que les femmes sont satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire. Globalement. Mais très, très globalement, enfin, vraiment. Et il y en a 2% qui pensent qu'il est trop petit, et 5%, donc plus de 2 fois plus, hein, pensent qu'il est trop gros. Donc ça, que les hommes soient rassurés quand même. Hein, ils sont pas si gros que ça. Que les hommes soient rassurés, en tout cas, les femmes sont contentes, dans l'immense majorité des cas. Et trop gros sexe, c'est pas une plainte des hommes, hein, ça peut être une plainte des femmes.
Mais ce n'est pas une plainte des hommes. Qui a le plus de libido? C'est les hommes ou les femmes, en réalité? Parce que, tu sais, t'entends toujours, ouais, c'est toujours l'homme qui a envie, mais j'ai l'impression que dans pas mal de couples, finalement, c'est la femme qui a plus envie que l'homme. Alors, aujourd'hui, oui. Alors, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sexualité est soumise à un système de double contrôle, d'accord? Un contrôle qui accélère et un contrôle qui freine, d'accord? Donc, on est sans cesse, globalement, en train d'appuyer sur les freins pour ne pas être dans le système excitatoire. Donc, globalement, dans la vie, les femmes sont davantage freinées que les hommes en termes de désir. De par la culture, de par l'image de soi. Donc, globalement, les hommes vont avoir un système accélérateur qui est beaucoup plus important que les femmes. C'est aussi pour ça qu'on retrouve plus d'addiction sexuelle chez les hommes. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que, justement, la sexualité se libère, et notamment du côté des femmes. Donc, on trouve de plus en plus de femmes qui ont moins de freins, des freins moins sensibles, et un accélérateur plus sensible. Pour parler d'infidélité, est-ce que tu crois en la fidélité? Moi, personnellement, oui. Si tu me demandes la question à moi, je te dirais oui. Et je ne suis pas la seule, puisque l'immense majorité des gens croient à la fidélité, même s'ils sont infidèles. Ah bon? Ouais. Et oui. Ça reste une valeur, en fait, la fidélité. Ça reste une valeur, mais parce que je pense que l'amour reste une valeur. Donc on a envie d'aimer, on a envie d'être aimé, on a envie d'être dans une relation qui nous apporte quelque chose de particulier. Et donc ça reste une valeur morale, même si dans la réalité, c'est toujours plus compliqué. La plupart des gens que tu vois, des couples, etc., sont fidèles ou pas? La plupart, non. Ben oui, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne les vois pas ensemble. C'est pour ça. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que tu demandes de les voir séparément au premier rendez-vous, en tout cas, au moins? Non, toujours. Pourquoi? Tout au long du parcours. Parce qu'au début, je les recevais ensemble. Et en fait, s'ils viennent me voir en tant que sexologue, c'est qu'ils ont du mal à communiquer. Ils ont du mal à parler. Ils sont inhibés. Donc, leur frein est important. Et donc, la parole est beaucoup plus facile quand on n'est pas observé par quelqu'un d'autre. Donc, et notamment quand il y a de l'infidélité. C'est-à-dire, quand on les voit ensemble, ils n'avoueront jamais, ils ne diront jamais qu'il y a de l'infidélité. Or, c'est une part importante de la difficulté sexuelle dans un couple. Ah, bien sûr. Est-ce qu'il y a des fois où l'infidélité a aidé le couple? Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que tu as vécu? Oui, bien sûr, il y a des fois où ça aide le couple. Par exemple, ça peut aider le couple dans le sens où la femme va rencontrer un autre homme. Soudain, elle va avoir beaucoup plus de désir. Elle va imaginer qu'à un moment donné, elle va avoir envie de quitter son mari, et puis elle va se donner un peu de temps, et puis elle va connaître l'autre homme, et puis elle se dit « Ah ben non, mais finalement, mon mari, il est vachement mieux, quoi. Je vais rester avec lui. » Donc ça permet aussi de remettre un peu de relativité. Et de revenir un peu dans son cocon. Exactement, ouais. Sans compter que ça aussi augmente la libido, du coup. Enfin bref, il y a plein de cas où c'est positif. Oui. Est-ce qu'il faut mieux avouer à sa femme qu'on l'a trompé, à son mari qu'on l'a trompé? Est-ce qu'il faut mieux le dire, tu penses? Ou est-ce qu'il faut mieux se taire, le garder et quitte à se sentir coupable, mais au moins ne pas faire de peine à quelqu'un? En tout cas, il ne faut jamais le dire uniquement parce qu'on se sent coupable pour soulager sa conscience. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on ne dit pas un truc uniquement parce qu'on se sent mal, dans le risque de faire beaucoup de peine à l'autre. Par contre, on sait, par exemple, qu'il y a beaucoup moins de risques de divorce quand c'est la personne qui le dit, elle, volontairement, que quand c'est découvert de façon fortuite par l'autre. Ça, c'est clair. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un couple de se reconstruire après la découverte d'une infidélité si c'est dit volontairement. Donc, je pense que, globalement, si on sent que l'autre a des soupçons, au lieu de la laisser dans l'ignorance ou de le laisser dans l'ignorance, et donc dans la culpabilisation, en se disant « Ah, c'est moi qui fais des trucs mal, c'est ma faute, ou je vais pas bien, etc. » Il vaut mieux jouer la carte de l'honnêteté et dire les choses, surtout si on a envie que son couple dure. Si on a envie de quitter l'autre, on le dit pas, et on le dit surtout pas. Vraiment pas. T'as des gens qui ont trompé leur mari, des femmes, des hommes, qui ont trompé leur conjoint des centaines de fois? Et qui viennent te voir et qui disent, alors moi c'est open bar. À des centaines, peut-être pas, mais régulièrement, oui, bien sûr.
et qui ont une sorte de vie de célibataire, entre guillemets, à côté. Une vie à côté, oui, bien sûr. Et qui beaucoup disent... des hommes, d'ailleurs, ça. C'est plus les hommes? Oui, ça, c'est plus les hommes. Parce que ça s'apparente beaucoup, souvent, à de l'addiction sexuelle. Hein. Donc, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir une sexualité pulsionnelle, en fait. Donc, leur sexualité pulsionnelle les amène, en fait, à faire des choses qui, même, parfois, ne veulent même plus faire. Hein. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils viennent me voir. C'est-à-dire que c'est un comportement qu'ils ont, pulsionnels, comme des hommes qui sont accros à la pornographie, par exemple, qui ne peuvent pas s'empêcher de passer des heures. J'ai des patients, par exemple, qui ont pu me dire, qui passaient 5 heures par jour à regarder de la pornographie, à se masturber. Ah bon? Bah oui. Donc, au bout d'un moment, ça prend du temps, quoi. J'ai quelqu'un du bureau ici, il a ouvert une page internet pour montrer quelque chose en pleine réunion, hyper pro, avec plein de gens, cadres, 55 ans, très haut placé, dans une grosse boîte très sérieuse, etc. Machin. Et là, il ouvre une page sans regarder. Il y avait sa page, sa vidéo porno qui s'est lancée. En fait, il avait oublié de fermer dans la discussion, etc. Machin. Et il a retourné son C'est le gros moment de honte, quoi. Il a coupé. Et c'est pour ça que, excuse-moi, je riais, parce que ça m'a vraiment rappelé la plus grosse gêne que j'ai vécue ici. Je ne savais pas où me mettre pour lui. Gentil garçon en plus, et qui s'est retrouvé avec 6 personnes face à lui, ultra gêné. Et comment il a réagi? Il a dit, ah bah non, ça c'est pas la bonne page. Et il a fermé le truc et tout. Tu sais, mais en fait, le fait qu'il y ait personne qui rigole, c'est abominable. En fait, il faut mieux éclater de rire et dire, ah putain, Jean-Louis, t'es trompé de page, machin. Surtout que ça peut arriver. Tout le monde. Il y a eu des débats sur les cours de sexualité à l'école. Ça n'existe pas. Ou alors, quand ils existent, c'est interdiction, c'est la contraception, c'est les préservatifs, c'est les infections sexuellement transmissibles, mais à aucun moment, ils ne parlent de plaisir. Genre, c'est ça qui est hallucinant. Le but de la sexualité, c'est quand même d'avoir du plaisir. Mais à aucun moment, on nous apprend qu'est-ce que c'est le clitoris, comment on peut stimuler un clitoris, qu'est-ce que c'est un pénis, comment on peut stimuler un pénis. Ça semble tellement évident comme ça à tout le monde. Mais non, ça ne l'est pas. Moi, j'ai eu une capote et une banane en cours d'éducation sexuelle. Ça a duré à peu près 1 minute et demie. Ils nous ont fait dérouler la capote. Ils ont dit, allez, fin du cours d'éducation sexuelle. J'ai dit, mais il n'y a pas d'explication de rien, etc. Ouais. Et c'est pas très complet, quoi. Ben non, mais... Ça manque de cours de management. Il y a des gens qui se battent pour ça. Ça aide et ça aiderait plein de gens. Des cours de gestion de budget, des cours de trucs qui vont vraiment utiliser dans la vie et des cours d'éducation sexuelle un peu plus poussés, mais à partir d'un âge plus avancé. À partir du collège, quoi. Il faut partir du collège, là, au moment où... Et puis même de parler de la pornographie, par exemple. De dire, quand tu vois quelqu'un qui éjacule à 3 mètres, en fait, c'est quelqu'un qui est derrière avec une pompe. Ouais. Tout le monde regarde du porno ou pas? Tout le monde, non. Pas du tout. Non. Beaucoup les hommes, ça c'est sûr. Beaucoup plus les hommes que les femmes, même encore aujourd'hui. D'accord. Mais... chez les hommes, je crois que les chiffres, c'est jusqu'à 98% des hommes qui ont déjà regardé du porno dans leur vie. Chez les femmes, on est plutôt aux alentours de 70%. Il y a quand même 2% de menteurs chez les hommes, et ça, c'est quand même intéressant. Oui et non, parce que, par exemple, j'ai des hommes, par exemple, qui viennent me voir, notamment, j'en avais un, une fois, il est venu me voir à 40 ans, il n'avait jamais fait l'amour, par exemple. Ah oui, oui. Donc, non, il y a des hommes qui ne regardent jamais de porno, c'est vrai. Ah oui? Ah oui, j'en ai rencontré, oui. J'en ai vu, en tout cas. Le porno, il paraît que ça peut... il y a un risque qu'on n'ait plus d'orgasme, les hommes, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment un côté négatif sur la santé? Parce que là, on va parler aux 98% des hommes qui en regardent. Quand même, du coup, une majorité. Alors, clairement. C'est mauvais? Oui. Trop de pornographie, c'est mauvais. Déjà, pour une raison très simple. C'est que l'excitation sexuelle va dépendre de la stimulation. D'accord? Donc, plus on regarde de pornographie, plus on se stimule d'une certaine manière. Donc, notre désir, notre excitation sexuelle va dépendre d'un certain mode de stimuli. Or, ce mode de stimuli n'est pas reproductible dans la sexualité avec quelqu'un d'autre. Parce que on ne va jamais regarder sa femme ou sa partenaire en gros plan, que ce soit un gros plan de vulve ou un gros plan de sein. Donc, tu vois, c'est pas possible de reproduire le même stimuli. Et en plus, on sait que
Ah oui, je croyais que tu parlais des pratiques, c'est pour ça que je te demandais pourquoi. Ah oui, Je veux d'accord. dire, si tu vois une vidéo de levrette, tu peux faire une levrette avec ton mari ou ta femme. Ah oui, bien sûr, oui. Dans ce Mais sens-là que je disais. mais tu vas jamais voir les choses de la même façon. Oui, ça ne sera pas en POV. Exactement, oui. Et donc, en plus, on sait que plus on regarde, plus ça va nécessiter l'augmentation du stimuli pour avoir la même sensation. Parce que ça stimule le circuit neuronal lié à la récompense, comme les drogues. Donc, plus on fait, plus on doit augmenter la sensation, et les hommes le disent. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de regarder du porno de plus en plus hard. Et bien, au bout d'un moment, tu ne peux plus le reproduire dans la sexualité. Et donc, ça entraîne des troubles de l'érection et des troubles de l'orgasme. Mais oui, la pornographie, c'est un vrai sujet. Pour les jeunes, notamment, puisque c'est comme ça qu'on se construit au niveau sexuel. Je vois derrière la cam Clément qui rigole. Tout le monde rigole. Voilà, exactement. Tout le monde s'est dit un jour, ah waouh, mais c'est pas hyper joli ce film-là. Il est un peu mal fait. Hein, le scénario c'est pas joli, c'est violent. La femme est prise pour un objet sexuel. Elle est rabaissée, humiliée. Les hommes et les femmes n'ont pas envie de vivre ça. Et les hommes, c'est pareil. Hein. Genre, on dit toujours, ouais, les hommes, etc. Mais non, la plupart des hommes n'ont pas envie de regarder des choses comme ça. Mais vraiment pas. Ah, tu veux dire regarder des films brutaux, des trucs comme ça? Ouais. C'est un peu, tu vois. C'est intéressant. Par quoi on peut remplacer le porno? Les gens qui regardent du porno aujourd'hui, on dit que c'est pas bien, mais peut-être une question utile, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à la place, pour ceux qui ont l'habitude aujourd'hui de regarder du porno en se masturbant et tout ça, femmes, hommes d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre si c'est pas si bon? Oui, alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'arrêter de se masturber. Hein. Genre, quand je dis la pornographie, c'est pas bon, je ne dis pas que la masturbation n'est pas bonne. Hein. La masturbation, c'est très sain, du moment qu'on a envie de le faire, etc. Donc, se masturber, continuer à se masturber en favorisant en travaillant sur son imaginaire érotique, c'est-à-dire en se faisant des films dans sa tête. Et je peux t'assurer que c'est très compliqué pour un homme qui a l'habitude de se masturber sur de la pornographie, de commencer à fantasmer, lui, ce qu'il a dans la tête. Il y a des hommes qui n'y arrivent, mais pas du tout. Chez les femmes, c'est aussi compliqué. Elles n'arrivent pas à visualiser parce qu'elles sont aussi moins visuelles. Donc, on peut s'aider, par exemple, de BD. Les femmes peuvent s'aider de romans. Il y a beaucoup d'audio maintenant, Audio X. Ça commence à monter, ça, les audios sexuels. Des podcasts, tu veux dire, sexuels? Je ne sais pas. Oui, c'est okay. Il y a des filles comme films porno audio, des audios porno. Des audios porno, ouais. Ah ouais, ok. Je sais qu'il y a des trucs en 3D maintenant, enfin avec la VR. Ouais, maintenant, tu peux être au milieu du film, etc. Machin. C'est des nouveautés un peu technologiques. Hein. Comment savoir si quelqu'un veut nous séduire? Est-ce qu'il y a des signes corporels que tu expliques peut-être dans le livre? Oui, j'explique dans le livre. Quels sont les signes corporels où tu peux te dire, tiens, cette fille-là est intéressée par moi, je peux peut-être lui faire comprendre que moi aussi, ou vice-versa, comment cet homme est intéressé par moi, etc. Alors oui, on sait qu'il y a 80% de notre langage passe par le non-verbal, d'accord? Donc les gestes disent beaucoup de soi. Dans la séduction aussi. Et dans la séduction, les gestes qui vont plus être en faveur de la séduction, ça va être donc se passer la main dans les cheveux. Alors il semblerait que ce soit plutôt la main droite que la main gauche. Donc se passer la main dans les cheveux, se caresser le bras, par exemple, comme pour dire « j'ai envie que tu me caresses là ». Ça peut être aussi... alors, un des signes d'excitation sexuelle, par exemple, que l'on peut retrouver, c'est la mydriase, c'est-à-dire la pupille qui est très dilatée. Mais ça peut encore être une fois... beaucoup trop d'alcool ou de drogue. Et de drogue, oui. C'est ça qui fait... Et alors, ça, je tiens à dire un truc important, ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des signes d'excitation sexuelle physique qu'on est excité dans sa tête et qu'on a du désir. C'est un truc très simple. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on lubrifie, en tant que femme, qu'on a envie d'un homme. Ce n'est pas parce qu'un homme a une érection qu'il a forcément envie d'une femme. Et l'inverse est vrai. Ce n'est pas parce qu'un homme n'a pas d'érection qu'il n'a pas envie d'une femme. Hein. À partir d'un moment où un homme est dans votre lit, je dis ça pour les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très blessées narcissiquement par les troubles de l'érection de leur compagnon. Non, si l'homme est dans ton lit, c'est qu'a priori, il a envie de toi.
Bon, ça c'est important parce qu'on peut lubrifier en tant que femme et ne pas avoir envie d'un homme psychiquement. L'homme doit faire jouir la femme, c'est un sujet que tu abordes dans le livre. Alors on pense que l'homme doit faire jouir la femme. C'est ça, et en fait, non mais justement, c'est le sujet, et toi tu dis, on pense que, Oui. en fait, c'est pas forcément vrai. Ah non, c'est pas du tout vrai. Non, c'est vraiment que les choses soient claires. La femme, si elle reste dans une position passive, qu'elle attend que l'homme la fasse jouir, elle ne jouira pas, par pénétration. D'accord ? C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles 70% des femmes n'ont pas d'orgasme lors de la pénétration vaginale. Donc vraiment, ça c'est connu aujourd'hui. Donc une femme, pour qu'elle ait du plaisir et qu'elle jouisse par pénétration vaginale, il faut qu'elle travaille à sa sexualité. Et notamment qu'elle stimule le clitoris quand il est à la partie interne du clitoris. Donc ça, je vais rappeler pour les auditeurs et les spectateurs. Voilà, le clitoris a une partie externe qui est petite, c'est le gland, et une partie interne qui, en général, fait entre 5 et 8, 10 cm, avec des piliers. Donc, c'est un peu comme une forme de Y renversé à double branche. Bah, c'est le logo des JO 2024. Oui, c'est ça, exactement. Ça, ils sont énormes là-dessus. Hein. Non, mais c'était une vanne parce que tout le Oui, monde je dit sais, que ça j'ai vu. ressemble à Oui, ça. tout à fait. Et donc, la partie interne est beaucoup plus développée que la partie externe, d'accord ? Donc, la femme doit stimuler sa partie interne si elle veut jouir. Il faut qu'elle le fasse elle-même en contractant son périnée. Parce que dans la partie interne, il y a notamment des récepteurs à la pression. Donc, c'est la contraction des muscles du périnée contre ces branches internes du clitoris qui vont stimuler les récepteurs à la pression. Ça, c'est hyper important que les hommes et les femmes le sachent. Parce que si un homme sait que c'est pas forcément à lui de faire jouir sa partenaire, ça va lui enlever la pression et l'angoisse de performance. Or, c'est le premier problème chez les hommes aujourd'hui, d'avoir peur de ne pas faire jouir leur partenaire. Ce n'est pas à vous. C'est combien de temps ça dure, un rapport en moyenne? Est-ce que toi, tu as les chiffres à partir du moment où il y a pénétration? Pas longtemps. 7 minutes, je crois, en moyenne. 7 minutes? Ouais. Ce qui n'est pas du tout assez long pour faire jouir une femme, hein, se dit en passant. Donc, en fait, l'éjaculation normale chez un homme, c'est entre 3 et 8 minutes. Pour avoir un orgasme par pénétration vaginale, c'est entre 20 et 40. Ah, waouh! Voilà. Donc, faut que les hommes apprennent à se retenir, clairement, mais il faut aussi qu'ils développent tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va stimuler de récepteurs au plaisir, que ce soit au niveau de génital, de la vulve, que ce soit au niveau des seins, que ce soit au niveau de tout le corps, plus on va stimuler, plus on va avoir de chances d'accéder au plaisir. Si on a un petit pénis, quelle est la meilleure position à faire pour faire l'amour avec sa femme? Alors, quand on a un petit pénis, on va privilégier, en général, les positions qui privilégient la profondeur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir pénétrer plus profondément à sa partenaire. C'est le missionnaire, c'est la levrette. Okay, ouais. okay. Bon. Et c'est pas la cuillère, par exemple. La cuillère, on sait que c'est plutôt une position pour les gros pénis. D'accord. Si on a un gros sexe, quelle est la meilleure position pour, déjà, un, pas faire mal à sa partenaire, et deux, pour que ça soit plus agréable pour elle aussi? Alors, en général, c'est les positions où c'est la femme qui contrôle. Donc, c'est la femme qui contrôle la profondeur, du coup. Donc, ça va être celle où elle est au-dessus, hein, comme l'andromaque, mais ça peut être aussi des positions où on est tous les deux en tailleur, où finalement, du coup, ça met plus d'espace entre l'homme et la femme. D'accord, d'accord. Ah oui, le tailleur l'un contre l'autre, ou, ouais. Ou allongé complètement sur l'homme, enfin toutes les positions. Ou alors, on peut aussi l'homme allongé sur le dos et la femme allongée sur le dos sur l'homme, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. D'ailleurs, l'andromaque, c'est quand même une des positions où les femmes jouissent le plus facilement. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont bien compris que c'était une position qui leur permettait de faire des bascules du bassin d'avant en arrière. Hein. Andromaque, c'est quand la femme est au-dessus? Voilà, quand la femme est au-dessus, elle fait des mouvements de bascule du bassin. On n'a jamais vu une femme en andromaque faire des mouvements comme ça de haut en bas. Hein. Non, elle fait des mouvements d'avant en arrière parce que grâce à ça, elle exerce une pression sur la face antérieure du vagin. Et c'est cette pression qui va stimuler l'intérieur du clitoris. D'accord. Voilà. Je te remercie pour cette explication. Les femmes fontaines. Oui. Est-ce que toutes les femmes sont fontaines?
C'est vraiment les gros débats. On n'a jamais trop su y répondre. Oui. Alors, c'est les gros débats. Alors, il y a tout un truc autour de la femme fontaine actuellement, parce que c'est des trucs que l'on voit dans la pornographie maintenant. La meilleure façon de faire jouer une femme, maintenant, ça devient la femme fontaine, quoi. Ce qui n'a rien à voir avec l'orgasme. La femme fontaine, le moment de l'émission fontaine n'a rien à voir avec l'orgasme. Donc, c'est pas parce qu'une femme est fontaine qu'elle aura un plus gros orgasme, déjà. Oui, toutes les femmes peuvent l'être. Est-ce que c'est nécessaire? Absolument pas. Sauf peut-être pour combler le narcissisme de l'homme. Mais pour la femme, ça ne lui apporte pas grand-chose. C'est un signe plutôt de lâcher prise. C'est-à-dire que, clairement, c'est de l'eau qui vient de la vessie. Hein. Donc, il faut qu'il y ait une ouverture du sphincter de la vessie. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'urine s'écoule. Donc, c'est du pipi? Non. C'est de l'urine. Ah bon? C'est de l'urine. C'est du liquide qui vient de la vessie. Parce qu'en fait, sous l'effet de l'excitation sexuelle, il semblerait qu'il y ait beaucoup plus d'eau qui soit filtrée au niveau des reins. Et donc, la vessie se remplit beaucoup plus facilement, donc, notamment chez certaines femmes. Et donc, à l'occasion du rapport sexuel, et notamment donc, de la stimulation de l'urètre par la pénétration, il y a un lâcher-prise et l'urine s'écoule. Enfin, le liquide qui vient de la vessie s'écoule. C'est du liquide qui vient de la vessie. Ça ne veut pas dire que la femme est incontinente, hein. Mais en tout cas, c'est du liquide qui vient de la vessie. Donc ça n'a strictement rien à voir avec l'orgasme. Hein. C'est un signe de lâcher-prise et de vessie qui se remplit très vite. Et toutes les femmes peuvent l'être? Toutes les femmes peuvent l'être. Il faut juste apprendre la technique. C'est pas une technique, il faut se relâcher. Et ça peut être fait par la respiration, ça peut être fait par le lâcher-prise, ça peut être fait aussi parce qu'on a une relation d'intimité très importante avec son partenaire. Voilà. J'ai toujours regardé sur Internet, moi je me suis dit, tiens, comment ça marche, etc. J'ai regardé pour préparer l'émission. Il y en a qui disent, il y a une technique, il faut mettre un doigt comme ça. Donc, alors les gens disent qu'il y a une technique dans le sens où ils disent qu'il faut appuyer finalement sur le carrefour au niveau de l'urètre, etc. Oui et non. Si une femme ne remplit pas sa vessie pendant la phase d'excitation sexuelle, on aura beau appuyer et il n'y aura pas d'émission fontaine. Mais c'est décorrélé de l'orgasme. Tout à fait. Alors ça, pour le coup, c'est une certitude. C'est décorrélé de l'orgasme. Est-ce que c'est vrai que le clitoris est le seul organe du corps humain dédié au plaisir? Eh oui, ça c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Alors pour l'instant, en tout cas dans l'état actuel des connaissances, on pense que le clitoris n'est que dédié au plaisir. Mais là, pour le coup, au niveau il y a encore des études qui sont faites pour savoir s'il n'aurait pas d'autres fonctions. Mais pour l'instant, non, il n'est que dédié au plaisir. Est-ce que tu sais qu'il y a une érection du clitoris? Est-ce que tu sais que le clitoris... Oui, il peut être gonflé, en tout cas. Enfin, il est un peu... Ah, mais la structure du clitoris est la même que le pénis. Donc, il y a des corps érectiles. Et des corps spongieux et des corps caverneux. Comme dans le pénis. Donc, sous l'effet de l'excitation sexuelle, il y a une érection du clitoris. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il se rétracte au moment de l'orgasme. Le clitoris va se rétracter sous le capuchon du clitoris. Alors, quand ces messieurs font un cunnilingus à leur nana, ou à leur femme, qu'ils ne s'inquiètent pas si, au moment de l'orgasme, le clitoris leur échappe. C'est normal. Pour terminer, est-ce que tu as des gens, là on parle de clitoris, donc des femmes, par exemple, qui ne se touchent jamais, qui n'ont aucune masturbation? Oui, bien sûr. Et des hommes aussi? Plus rare chez les hommes, beaucoup plus rare, mais chez les femmes, oui, très fréquemment. Où il y a des femmes, par exemple, qui se masturbent qu'à travers la culotte. Mais ce qui n'est pas un problème en soi. Hein. Il y a des femmes qui vont se masturber qu'en se frottant contre un oreiller, par exemple. Ou alors en se mettant à plat ventre et en se frottant contre le lit. Donc les méthodes de masturbation sont quand même très, très diverses. On a tapé tabou sur Internet, tabou sexuel, etc. Et les choses qui reviennent le plus... dans les couples, en tout cas, c'est le sexe pendant les règles. C'est un tabou, apparemment. C'est quelque chose voilà, d'étonnant. C'est quelque chose qui te surprend? Non, ça ne me surprend pas. C'est très tabou. Alors, quand même, rappelons que le sang, il n'y a pas plus stérile que le sang. Hein. Enfin, je veux dire, le sang, c'est propre. Mais ça a l'image de... effectivement, c'est dégoûtant, c'est sale. Dans les autres tabous, il y a le sexe anal. Ah oui, d'accord, oui, j'imagine. Ouais. Voilà, c'est les plus grosses... On peut parler de sexualité anale. Hein. Alors, la sexualité anale, c'est... donc, on en voit beaucoup dans la pornographie, donc on pense que les gens la font beaucoup, mais en fait, non, très peu. Hein. Il y a très peu de sexualité anale régulière dans les couples. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont testé, qui
qui l'ont expérimenté. Beaucoup plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs, même s'il y a de plus en plus d'hommes qui veulent, qui sont OK pour tenter une sexualité anale. Mais là, avec pour leur femme, reste... tu veux dire? Ouais, Oui, c'est ça. Mmh. Avec des jouets, machin, etc. Ouais, avec le doigt, avec... Et l'échangisme aussi. C'est un autre sujet un peu tabou. Est-ce que tu as des clients, des patients qui viennent te voir, qui hésitent à Oui. échanger avec leur femme, hein? Ils viennent à deux, ils ont envie, mais ils n'osent pas. Alors, j'ai des patients qui, oui, me parlent d'échangisme. J'en ai qui ont été échangistes avec une ancienne partenaire et qui aimeraient l'être avec leur nouvelle et qui ne savent pas trop comment trop aborder les choses. J'avais un autre couple, par exemple, qui s'était rencontré dans des soirées libertines. Ah oui. Qui, au départ, leur relation avait commencé un peu comme ça. Et puis, progressivement, ils s'étaient mis en couple. Et ça posait problème parce qu'ils ne savaient pas trop s'il fallait continuer, pas continuer. Est-ce qu'on devait être dans un couple fidèle, pas fidèle? Mais globalement, l'échangisme, c'est quand même très, très peu. Hein. Toi, tu conseilles ça? Pas forcément, ça dépend. Je ne le conseille pas, non. Après, si le couple a envie d'expérimenter, pourquoi pas. Mais on sait très bien quand même que souvent, c'est l'homme qui a envie et la femme, elle fait ça pour faire plaisir. C'est quand même beaucoup plus dans ce sens que dans l'autre. Donc, c'est là où ça peut poser problème. Est-ce que tu as des couples homosexuels qui viennent te voir aussi? Oui, bien sûr. C'est les mêmes problèmes? Hommes et femmes, d'ailleurs, j'ai les deux. C'est dans les couples homosexuels hommes, par exemple, ce qui est très, j'allais dire marrant, mais étonnant plutôt, c'est qu'on retrouve les mêmes rapports de domination que peut y avoir dans un couple hétérosexuel, souvent. C'est-à-dire qu'on peut retrouver les mêmes schémas patriarcaux, c'est-à-dire l'homme qui va décider, bon, c'est pour le patriarcat, hein, et la femme qui va être plutôt à la maison. Il y en a un alors avec une répartition inégale de la charge mentale. Enfin voilà, donc c'est pas parce qu'on est du même sexe qu'on est dans un rapport d'égalité. Et c'est pas parce qu'on est de sexe différent qu'on est forcément dans un rapport d'inégalité. On peut être de sexe différent. Vraiment, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et que c'est pas parce qu'il y a une différence qu'il n'y a pas d'égalité possible. Donc, il devrait pouvoir y avoir une égalité sans gommer la différence. Est-ce qu'il y en a qui essayent... est-ce que tu as des gens, des bi-curieux, par exemple, des mecs qui viennent, filles ou garçons, qui ont envie d'essayer, qui essayent juste pour voir ce que ça fait? Alors, j'ai dans les jeunes, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus d'ouverture et de curiosité sexuelle. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes qui viennent et qui essayent, qui ont des aventures avec des hommes et des femmes quasiment de façon indifférente. Alors, beaucoup de femmes. Je crois qu'il y a une étude qui a montré qu'aujourd'hui, dans les toutes jeunes, hein, dans les 20-22 ans, il y a 25% des femmes qui se disent, des jeunes filles qui se disent bisexuelles, par exemple. Donc, il y a une vraie évolution autour de ça. En tout cas, aujourd'hui, il y a une vraie évolution autour des orientations sexuelles. Et on le voit avec tout ce qui est des trans, par exemple. Ça, tu en as eu? Alors, j'ai des trans... Des transitions de genre? Alors non, je n'ai pas eu de patients qui ont fait des transitions de genre, mais j'ai eu des patients qui pouvaient effectivement être trans, mais sans avoir fait de transition. D'accord. C'est tout à fait différent. Enfin, c'est pas tout à fait différent, mais c'est un peu différent. Mais ils n'ont pas fait opérer, en gros. Mais ils n'ont même pas pris d'hormones. Mais à l'intérieur, par exemple, une femme qui, à l'intérieur, se sent un homme. D'accord. Et pour terminer, sexualité après la grossesse, t'en parles dans ton livre. Il y en a qui ont des problèmes, ça arrive à tous les couples qui ont des enfants. Une petite période de disette après, ou alors ça repart tout de suite, hein, ça dépend, il y a des retours de couche. C'est comme ça qu'on dit quand on tombe enceinte juste après avoir accouché, on dit c'est un retour de couche. T'as beaucoup de problèmes sexuels après les accouchements? Il y en a pas mal, ouais. Alors, en plus, moi je suis psychiatre, donc je vais voir les patients beaucoup aussi qui font des dépressions du postpartum. Donc, autant te dire que quand il y a une dépression du postpartum, il n'y a pas de retour de sexualité ou très très peu. C'est vraiment pas le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? La dépression du postpartum? Oui. C'est des gens qui font des dépressions après l'accouchement. Postpartum, c'est après l'accouchement. Donc c'est quelque
quelque chose d'assez fréquent quand même, la dépression du postpartum, hein, donc, et qui est sous-diagnostiquée. Hein, donc vraiment, c'est très très difficile. Mais oui, donc il y a toujours... Mais globalement, quand même, les couples reprennent leur sexualité assez rapidement, hein, entre 6 et 8 semaines hein, après un accouchement. Donc la seule chose qu'on peut leur recommander, c'est qu'il ne faut pas que ça se fasse mal. C'est tout. Voilà, donc on reprend la vie sexuelle quand on a envie, juste il ne faut pas que ça fasse mal. Dans ta vie perso, ça impacte ta vie perso, ton métier, le sexologue? Oui, bien sûr. Plutôt positivement, je dirais. Ça a impacté, par exemple, clairement ma vie de maman et la vie de mes filles, je pense aussi, qui donc sont beaucoup plus informées que, je pense, la majorité des jeunes de leur âge, parce qu'il y a tout un tas de bouquins qui traînent à la maison et qu'on en parle ouvertement, du coup. Hein. Et mon bouquin, il est dédié à mes filles, d'ailleurs, hein, c'est pas un secret. Donc, ma plus âgée de mes filles, ça a été une de mes premières lectrices. Donc, ça impacte ça. Et puis, ça impacte aussi quand je sors, parce que dès qu'on sait que je suis sexologue, bah, les gens me parlent de leur vie sexuelle, quoi, ouvertement. Mais ouvertement. Une fois, je suis tombée sur un couple... Je le raconte, c'est drôle. Hein. En plus, c'est pas partie de mon métier, donc je peux le raconter. C'était trop drôle. Genre, ils étaient désespérés parce que l'homme avait un pénis tellement gros que il restait coincé à l'intérieur de sa femme. Et donc la femme, elle m'a pris à part pour me dire comment c'était difficile d'avoir une sexualité comme ça. Et donc j'avais le pénis qui était gros, au moins comme ça. Enfin, je veux dire un truc. Vraiment, la femme a été désespérée. Mais vraiment, c'était très, très compliqué, quoi. Ça peut faire combien de diamètre, un sexe? Alors, combien en moyenne, c'est à peu près... En diamètre, hein, pas en longueur, pardon. Ouais, en diamètre, ouais, à peu près, c'est à peu près 9 centimètres de diamètre. D'accord, ok. Donc, et en largeur En largeur, ben, je ne sais pas, les études ne le disent pas, ça, parce que c'est compliqué de... C'est en moyenne 9 cm? Ouais. D'accord. Ouais. Voilà, Dr Céline Causse, les 2 livres, si vous voulez les chercher, je vous mettrai les liens cliquables sous la vidéo, s'ils sont dispo sur Amazon. La sexualité masculine dans tous ses ébats, voilà. Ça, c'est la version grand format et la version 2 poches. Il existe aussi en grand format. La sexualité féminine dans tous ses ébats, voilà, en rose ou en bleu, c'est facile pour revoir, avec la petite photo en bas. Hein, c'est mis en photo quand même, sans son petit. Ah, c'est pas moi. C'est vrai, ouais, c'est Fayard. Ouais. Bah, c'est sympa, c'est drôle, non? Ouais, c'est sympa, oui. Après, bon. Non, tu voulais pas te mettre en photo? Bah, je sais pas, moi, c'est pas mon métier, hein, donc mon métier, c'est d'être avec les patients qui sont en souffrance tous les jours. Enfin, ah tu oui, vois, mais tu aides plein de gens, en vrai. Bah oui, mais c'est pour ça que je les ai écrits. En vrai, t'aides plein de gens qui n'ont même pas parfois le temps ou le courage ou qui ont peur, c'est normal. Oui, puis l'argent, enfin, c'est pas remboursé? Bah, je suis psychiatre, donc ça peut l'être, mais théoriquement, non. D'accord. On est en train de se battre pour essayer que ce soit remboursé. De toute façon, le livre est à 96 € seulement. Donc non, je plaisante. Non, je plaisante. Mais en tout cas, je vous mets les liens pour les chercher. Merci beaucoup d'être venue, Céline. C'est un plaisir de t'avoir jusqu'à nous. Merci beaucoup. Je sais que c'est pas facile en plus à faire une interview comme ça, pour parler de tous ces sujets, être juste. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux, les amis, sur Légende. C'est un vrai plaisir de faire cette émission, de faire ce média avec toute cette équipe chaque semaine et de vous livrer 3 interviews, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Merci de nous écouter de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vraiment faire tourner sur vos stories, à partager nos vidéos. Ça nous aide vraiment beaucoup, on le voit. Continuez de venir nous écouter en podcast audio si vous avez un peu de temps sur la route, si vous êtes le soir dans le lit ou vous nous écoutez en faisant du sport. On est dispo sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et continuez de vous abonner en masse sur notre chaîne YouTube Légende. Voilà, si vous regardez l'émission dessus, n'hésitez pas à commenter avec un petit pouce en l'air et une petite cloche pour les notifications. Je vous embrasse fort. Gros bisous à tous et à très vite.